Gros plan cinématographique sur une forêt ancienne. La lumière du soleil perce à travers la canopée, créant des colonnes de poussière dorée. Le silence est rompu par le craquement d'une branche sous un pas. Regardez autour de vous. On pense tous savoir comment le monde fonctionne. On a cette certitude tranquille, presque arrogante, sur les bases de la réalité. Prenez cet arbre par exemple. La caméra s'arrête devant un chêne massif, colossal, dont l'écorce ressemble à une armure de pierre. Vous savez d'où il vient. Évidemment que vous le savez. Vous l'avez vu 1000 fois dans des livres pour enfants ou dans votre jardin. On pousse une graine dans la terre, on ajoute un peu d'eau, on attend, et finit par surgir quelque chose de vert qui s'étire vers le ciel. Les arbres viennent de la terre. C'est une évidence. C'est même pas une question qui mérite d'être posée, n'est-ce pas? La musique s'arrête net. Transition visuelle. L'arbre se transforme en un schéma technique froid et précis. Sauf que si, c'est la question. Parce qu'il y a un détail que personne, absolument personne ne prend le temps de calculer. Un chêne adulte pèse environ 5 tonnes, 5000 kilogrammes. Certains arbres pèsent bien plus. C'est une masse colossale de bois, d'écorce, de racines et de branches qui n'existait pas il y a un siècle. Et maintenant, elle est là. L'image montre une balance géante. D'un côté, le chêne de 5 tonnes. De l'autre, le vide. Alors, je vous repose la question. Pas de manière poétique, pas de manière vague. Physiquement, d'où vient cette masse? D'où viennent ces 5000 kilos de matière solide? L'animateur apparaît à l'écran, dans un atelier minimaliste, une petite plante en pot devant lui. La réponse évidente, celle que votre instinct vous hurle, c'est le sol. Les racines vont profond, l'arbre pompe de la matière, et cette matière devient l'arbre. Ça semble juste, ça semble logique. C'est ce qu'on nous a implicitement appris, l'arbre mange la terre. Alors, testons cette intuition. En 1640, un scientifique flamand nommé Jan Baptist van Helmont a décidé de ne pas se contenter d'une intuition. Il a réalisé l'une des expériences les plus élégantes et les plus brutales de l'histoire de la biologie. Il a pris un jeune saule pesant exactement 2,2 kg. Il l'a planté dans un énorme pot contenant précisément 90 kg de terre qu'il avait préalablement fait sécher au four pour être sûr de son poids. Pendant 5 ans, il n'a rien ajouté d'autre que de l'eau. Pas d'engrais, pas de terre supplémentaire. Juste de l'eau. Au bout de 5 ans, le saule était devenu un arbre magnifique. Il l'a déterré et l'a pesé. Verdict, 76 kg. L'arbre avait gagné 73,8 kg de biomasse. Une croissance spectaculaire. L'animateur regarde la caméra, un sourcil levé. C'est là que ça devient étrange. Van Helmont a récupéré toute la terre du pot, l'a de nouveau fait sécher et l'a pesé. Si l'arbre avait tiré sa substance du sol, la terre aurait dû disparaître en proportion, non? On devrait avoir un trou de 73 kg dans le sol. Un gros plan sur une balance de précision. La terre pesait toujours 90 kg, moins 56 grammes. 56 grammes de différence pour 73 kg de bois créé. L'arbre a pris 73 kg et le sol n'a presque rien perdu. Les chiffres viennent de tuer votre intuition. La terre n'est pas la source. C'était la réponse confortable, celle qui permettait de ne plus y penser, et les mathématiques viennent de la pulvériser. L'animateur s'approche de la caméra, le ton devient plus confidentiel. C'est le moment où la plupart des gens haussent les épaules et passent à autre chose. Ils se disent qu'il doit y avoir une explication technique compliquée, un truc sur les nutriments ou la chimie qu'ils ne comprennent pas. Et ils classent ça dans un coin de leur cerveau. Mais arrêtez-vous, ne bougez pas, parce que ce qui vient de se passer est absolument extraordinaire. Vous venez de voir 73 kg de matière physique solide apparaître à partir de presque rien. Et vous n'avez aucune idée d'où ça vient. Ce n'est pas une petite lacune dans votre culture générale, c'est un trou béant dans votre compréhension de la manière dont le monde physique fonctionne. Et la réponse, quand vous allez enfin la voir, va briser quelque chose dans votre façon de percevoir les arbres, l'air et la matière elle-même. On va suivre les molécules, on va traquer ce vol de matière,
Et je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais un meuble en bois ou une forêt de la même façon, parce que vous allez réaliser que vous marchez au milieu de quelque chose qui ne devrait pas être là. Et maintenant devant un tableau transparent, il écrit H2O en gros caractères entouré d'un cercle. Bon, d'accord, le sol est hors de cause, on a pesé, on a vérifié, ça ne colle pas. Mais l'eau, c'est l'explication parfaite, n'est-ce pas? On voit l'arbre boire. On sait qu'un grand chêne peut pomper jusqu'à 400 litres d'eau lors d'une chaude journée d'été. Sur un siècle, c'est une quantité phénoménale de liquide qui transite par le tronc. Il se tourne vers la caméra avec un sourire un peu provocateur. C'est satisfaisant, c'est logique. On imagine très bien l'eau monter dans les racines, se transformer par une sorte d'alchimie végétale et devenir du bois solide. C'est propre, c'est simple, sauf que ça ne marche pas non plus. Et c'est là que votre cerveau va commencer à résister. Une molécule d'eau se divise en deux. L'oxygène s'échappe vers le haut, l'hydrogène reste dans la plante. L'eau, chimiquement, c'est de l'H2O. 2 atomes d'hydrogène pour un atome d'oxygène. Quand l'arbre traite cette eau, il la casse. Il garde l'hydrogène pour certaines réactions, mais il rejette l'oxygène. D'ailleurs, c'est de là que vient l'oxygène que vous respirez en ce moment même. C'est le déchet de l'arbre. Mais voici le problème. L'hydrogène est l'élément le plus léger de l'univers. Il vous en faudrait des quantités absolument astronomiques pour constituer ne serait-ce qu'une fraction de la masse d'une branche. Et surtout, le bois n'est pas fait d'hydrogène. Le bois est fait de carbone. C'est la colonne vertébrale de chaque molécule organique, de chaque paroi cellulaire, de chaque fibre de chaque arbre qui a un jour poussé sur cette planète. Le carbone est lourd, le carbone est dense, et il constitue environ 50% du poids sec de n'importe quel arbre. Attends, tu es en train de me dire que ce n'est pas la terre et que ce n'est pas l'eau? Mais l'arbre a bien besoin de trucs dans le sol, non? L'azote, le phosphore, le potassium. J'achète des sacs d'engrais pour ça. Tu as raison, ces minéraux sont cruciaux. Sans eux, l'arbre meurt. Ils servent de lubrifiant biologique, de messager, de catalyseur. Mais si tu prends tout cet azote, ce phosphore et ce potassium, et que tu les mets sur une balance à côté de la masse totale de l'arbre, ils représentent peut-être 1 à 2% de la masse sèche totale. On en revient toujours au même point. Vous avez devant vous un objet de 5000 kg. Vous savez qu'il est né d'une graine de quelques grammes, et vous ne pouvez pas rendre compte de sa masse, ni par le sol, ni par l'eau, ni par tout ce que vous pouvez voir entrer dans la terre. Les mathématiques refusent de coopérer. C'est un trou béant dans votre compréhension du réel. Vous touchez du bois solide, et vous n'avez aucune idée de sa provenance. On passe d'une ambiance mystérieuse à une révélation lumineuse. L'image bascule sur une vue en contre-plongée d'un arbre majestueux, les feuilles s'agitant doucement dans le vent. La réponse est ailleurs, dans un endroit où personne ne pense à regarder, parce qu'il nous semble vide. La masse vient de l'air. C'est tout, c'est ça la réponse. Ni le sol, ni l'eau, ni les minéraux. Presque toute la masse physique d'un arbre, le tronc, l'écorce, les racines, les branches, provient d'un gaz invisible flottant dans l'atmosphère, le dioxyde de carbone, le CO2, ce que vous expirez, là, maintenant, ce qui ne représente que 0,04% de l'air autour de vous. C'est de ça que les arbres sont faits. Un chêne de 5 tonnes est, au sens le plus littéral et physique du terme, de l'air solidifié. Quand Van Helmont a fait son expérience au XVIIe siècle et qu'il ne trouvait pas où était passée la masse, la réponse flottait juste devant son visage pendant tout ce temps. Il ne pouvait tout simplement pas la voir parce qu'elle était invisible. Pensez-y une seconde. L'arbre est une machine qui attrape le gaz invisible, le brise, en extrait le carbone et l'empile pour en faire quelque chose de dur sur lequel vous pouvez vous asseoir. On nous a appris le mot photosynthèse à l'école comme une définition de dictionnaire ennuyeuse. Mais ce qu'on ne nous a jamais montré, c'est le vertige physique de ce qui se passe réellement. Les arbres aspirent le CO2 par des pores microscopiques appelés stomates. À l'intérieur de la feuille, l'arbre fait tourner une chaîne de montage moléculaire.
Il arrache les atomes de carbone, rejette l'oxygène et utilise ce carbone comme brique élémentaire pour construire des chaînes incroyablement longues et complexes. Le glucose, la cellulose, la lignine, ces fibres rigides qui font que le bois est du bois. Ce n'est pas une métaphore, c'est le mécanisme moléculaire exact. Chaque planche de bois de chaque maison jamais construite a commencé sa vie sous forme de gaz. Chaque table, chaque navire, chaque forêt, chaque feuille de papier que vous avez touchée était autrefois du CO2 à la dérive dans l'atmosphère. Les arbres sont des sculpteurs d'invisibles. Ramasse une chute de bois dans son atelier et la soupèse. Mais alors, comment fait-on pour transformer un gaz volatile en une structure capable de supporter des tonnes de pression ? Comment l'arbre trouve-t-il l'énergie pour forcer ses molécules à rester ensemble ? Pour comprendre ça, il faut regarder le soleil et réaliser que le bois n'est pas seulement de l'air, c'est de la lumière piégée. Se rapproche de la caméra. L'éclairage du studio change pour devenir plus contrasté, presque mystérieux. Au tableau, il dessine un soleil et une feuille, mais les relie par une onde sinusoïdale rapide. Vous avez appris le mot photosynthèse à l'école. Vous vous en souvenez probablement comme d'une définition qu'il fallait recracher pour l'examen de SVT. Un petit schéma avec une flèche jaune, une plante verte et un petit nuage de CO2. Vous avez eu la moyenne, vous avez passé l'épreuve et vous avez oublié. Mais ce qu'on ne vous a jamais montré, c'est ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Ce n'est pas juste de la biologie. C'est l'un des processus physiques les plus extraordinaires de l'univers connu. C'est une opération de haute précision qui transforme la lumière pure en matière tangible. Il s'arrête, regarde l'objectif avec un air de défi. Imaginez que je vous donne une poignée de rayons de soleil et que je vous demande d'en faire une brique. Vous me prendriez pour un fou. Pourtant, c'est exactement ce que l'arbre fait tous les jours. Restez avec moi, parce que c'est là que votre vision du réel va basculer. On plonge à l'intérieur d'une feuille, on traverse l'écorce, les cellules, pour arriver devant une molécule de chlorophylle, qui ressemble à une antenne satellite complexe. La lumière du soleil, ce n'est pas juste de la clarté, c'est un rayonnement électromagnétique. Ce sont des champs électriques et magnétiques qui oscillent à 300 millions de mètres par seconde. C'est la même force fondamentale qui maintient vos atomes ensemble, la même force derrière les aimants et l'électricité. Quand ces ondes électromagnétiques frappent une molécule de chlorophylle, il se passe quelque chose de phénoménal. L'énergie de la lumière est absorbée par un électron, qui se met à briller intensément et s'éjecte de son orbite. Cet électron reçoit un coup de pied énergétique monumental. Il passe à un état d'excitation supérieur. Il est maintenant chargé de l'énergie du soleil. La plante va alors faire passer cet électron de molécule en molécule comme une patate chaude, le long d'une chaîne de transport. À chaque étape, cet électron libère un peu de son énergie pour charger des batteries moléculaires appelées ATP. C'est la phase lumineuse. L'énergie du soleil est désormais capturée et stockée sous forme chimique. Maintenant, l'arbre a l'énergie. Il a le courant électrique, pour ainsi dire, mais il a besoin de briques. Et c'est là qu'intervient notre fameux gaz invisible, le CO2. Le dioxyde de carbone est une molécule extrêmement stable. Elle n'a aucune envie de changer. Elle est comme une forteresse chimique verrouillée. Pour la briser, il faut une force incroyable. Attends une seconde, tu nous parles de gaz et de lumière. Comment est-ce qu'on passe d'un gaz qui s'échappe de ma bouche à un tronc d'arbre sur lequel je peux donner un coup de poing sans le traverser ? C'est la magie du cycle de Kelvin. Grâce à l'énergie qu'elle a volée au soleil, la plante force la molécule de CO2 à s'ouvrir. Elle arrache l'atome de carbone et rejette l'oxygène comme un déchet de chantier. Elle prend ensuite ces atomes de carbone et commence à les souder ensemble. Elle crée des liaisons électromagnétiques entre eux. Et ces liaisons, c'est de l'énergie solaire solidifiée. Le premier produit de cette chaîne de montage, c'est le glucose, une molécule de sucre simple. C6H12O6. 6 atomes de carbone enchaînés, formant une structure solide. Le glucose est la première chose solide dans tout ce processus.
C'est le moment exact où le gaz invisible devient une molécule physique que la plante peut utiliser. Mais l'arbre ne s'arrête pas là. Il prend des milliers de ces molécules de glucose et les enchaîne en de longues fibres répétitives, la cellulose. Puis il remplit les espaces avec de la lignine, une sorte de résine naturelle qui durcit le tout. La cellulose et la lignine, c'est ce qu'est le bois, fondamentalement. Regardez bien cette branche. Les liens qui retiennent chaque atome de carbone dans chaque fibre de ce bois, ces liens sont purement électromagnétiques. C'est la lumière du soleil qui sert de colle. Quand vous brûlez du bois, vous ne faites que libérer cette énergie solaire stockée il y a des décennies. La flamme, c'est le soleil qui s'échappe. Le bois, c'est du soleil emprisonné dans de l'air. Ce n'est pas une version simplifiée pour les enfants, c'est la réalité brute de la physique. L'énergie électromagnétique devient de la matière solide. Van Helmont n'était pas fou de ne pas comprendre d'où venait la masse. Il ne pouvait pas imaginer que la solidité de l'arbre n'était qu'un arrangement de gaz invisible maintenu par la force d'une étoile située à 150 millions de kilomètres. Mais maintenant que vous le savez, le paradoxe devient encore plus vertigineux. Parce que si l'arbre vient de l'air, alors vous aussi. Est assis sur un établi en bois, jouant avec un cube de bois massif dans ses mains. Le ton devient plus posé, presque confidentiel. On vient de voir le comment, la chimie, la lumière, le carbone. Mais si vous vous arrêtez 2 secondes pour réfléchir à l'échelle de ce qui se passe, vous allez heurter un mur. Un paradoxe physique qui semble défier tout bon sens. C'est ce que j'appelle le paradoxe de la concentration invisible. Ce cube est dense, il est lourd, il est fait de CO2. Mais rappelez-vous du chiffre que je vous ai donné tout à l'heure, le CO2 ne représente que 0,04% de l'air. 0,04. Pour que vous puissiez visualiser, imaginez un stade de football rempli de 10 000 ballons blancs. Parmi eux, il n'y a que 4 ballons noirs. Ces 4 ballons noirs, c'est le CO2. Tout le reste, c'est de l'azote et de l'oxygène qui ne servent à rien pour la structure de l'arbre. Pour fabriquer un chêne de 5 tonnes, l'arbre doit filtrer une quantité d'air absolument colossale. On parle de dizaines de millions de mètres cubes d'atmosphère. L'arbre est un aspirateur géant, silencieux, qui passe sa vie à tamiser le vide apparent pour en extraire des poussières de molécules. C'est le premier paradoxe. Comment quelque chose d'aussi dilué peut-il devenir quelque chose d'aussi massif ? La réponse, c'est le temps. L'arbre ne se presse pas. Il travaille à l'échelle des décennies, atome par atome, seconde après seconde. Mais il y a un obstacle encore plus grand. Une loi fondamentale de l'univers qui dit que ce que l'arbre fait devrait être impossible. C'est la deuxième loi de la thermodynamique, l'entropie. Pour faire simple, l'univers déteste l'ordre. Il préfère que tout soit mélangé, étalé, chaotique. Si vous cassez un verre, il ne se répare pas tout seul. Si vous lâchez un gaz, il se disperse. L'univers tend vers le désordre. Pourtant, l'arbre fait exactement l'inverse. Il prend des molécules de gaz éparpillées au hasard dans le vent, le summum du désordre, et il les force à s'aligner, à se structurer, à devenir des fibres de cellulose ultra-organisées. L'arbre est une machine à remonter le courant de l'entropie. C'est une île d'ordre dans un océan de chaos. Et le seul moyen d'y parvenir, c'est de payer l'addition énergétique avec la lumière du soleil. Sans cette source d'énergie externe, la vie violerait les lois de la physique. D'accord, mais si le bois c'est juste de l'air et de la lumière, pourquoi est-ce que ça ne flotte pas ? Pourquoi est-ce que c'est si dur ? Si je tape dans l'air, je ne sens rien. Si je tape dans un tronc, je me casse la main. Où est passée la légèreté du gaz ? C'est là que vos sens vous trompent. On a cette barrière mentale. On pense que solide égale terre, et que gaz égale rien. Mais la solidité n'est qu'une question de lien. Les atomes de carbone dans l'air sont loin les uns des autres, ils s'entrechoquent et rebondissent. L'arbre, lui, utilise l'énergie solaire pour créer des liaisons chimiques si fortes, si serrées, qu'il transforme ce gaz en un polymère cristallin.
La dureté du bois, c'est la force de l'interaction électromagnétique qui maintient les atomes ensemble. Quand vous touchez un arbre, vous touchez littéralement la force qui empêche l'univers de s'effondrer, matérialisée sous vos doigts. Et voici le paradoxe ultime, celui qui devrait vous donner le vertige. Si le bois est de l'air solide et de la lumière piégée, alors que se passe-t-il quand on le brûle ? Quand vous jetez une bûche dans une cheminée, vous n'êtes pas simplement en train de détruire du bois. Vous êtes en train d'inverser le temps. La chaleur que vous ressentez contre votre peau, c'est la chaleur du soleil d'il y a 50 ans, capturée par une feuille et libérée d'un coup. La lumière de la flamme, c'est le rayonnement électromagnétique qui a voyagé depuis une étoile, a été stocké dans des liaisons chimiques et reprend sa liberté. Et la fumée qui monte dans le conduit, c'est le carbone qui redevient du gaz. Le bois redevient de l'air. La boucle est bouclée. La cendre qui reste au fond de la cheminée, ce petit tas de poussière grise. C'est ça, les 1% de minéraux qui venaient du sol. Tout le reste, les 99% restants, sont repartis là d'où ils venaient, dans l'animateur regarde les flammes, pensif. On vit dans un monde où l'on croit que ce que l'on voit est la totalité de ce qui existe. On voit le sol, on voit l'eau, alors on se dit que l'arbre vient de là. Mais la réalité est bien plus subtile, bien plus poétique et bien plus terrifiante. L'essentiel est invisible pour les yeux, disait Saint-Exupéry. En physique, c'est une vérité littérale. Il se tourne vers la caméra. Mais attendez, on a parlé des arbres, on a parlé de la thermodynamique et du soleil, mais on n'a pas encore parlé de vous. Parce que si vous pensez que ce processus s'arrête à la lisière de la forêt, vous faites une erreur monumentale. Préparez-vous, car la dernière étape de ce voyage va transformer votre propre corps en un miracle atmosphérique. L'animateur se lève de son établi et s'approche lentement de l'objectif. Le décor derrière lui s'efface pour laisser place à un fond étoilé, puis à des images de foules dans une ville, de cellules au microscope et de forêts lointaines. On arrive au moment où tout bascule. On a parlé de l'arbre, de sa structure, de sa capacité incroyable à transformer l'invisible en solide. C'est fascinant, certes, mais il y a une étape que votre cerveau va essayer de rejeter, parce qu'elle touche à votre identité même. Ce processus ne s'arrête pas à la lisière de la forêt. Il ne s'arrête pas au bois de votre table. Il coule dans vos veines. Il pose une main sur sa poitrine. Réfléchissez-y. Vous mangez, tous les jours. Vous mangez des légumes, des fruits, des céréales. Ou vous mangez des animaux qui ont eux-mêmes mangé ces végétaux. Chaque calorie que vous avez un jour consommée, chaque molécule qui compose votre corps en ce moment précis, peut être tracée jusqu'à une source unique. Quelque chose qui a poussé. Quelque chose qui a extrait du carbone de l'air. Pour entrer dans le corps d'un être humain, se fixant sur ses muscles et ses os. Cela signifie une chose vertigineuse. Le carbone qui constitue vos muscles, vos os, votre cœur, votre cerveau, ce carbone était du CO2 atmosphérique il n'y a pas si longtemps. Vous n'êtes pas fait de terre, vous n'êtes pas fait de poussière de sol. Vous êtes, au sens le plus chimique et biologique du terme, de l'air réarrangé. Vous êtes de l'air cousu ensemble par des liaisons électromagnétiques, alimenté par la lumière d'une étoile. C'est le moment de laisser l'idée infuser. Regardez votre main. Chaque atome de carbone qui s'y trouve a une histoire. Avant d'être vous, cet atome flottait librement dans l'atmosphère. Une plante l'a capturé, l'a brisé, l'a transformé en glucose. Puis, par une série de transferts énergétiques, il s'est retrouvé dans votre assiette, puis dans vos cellules. Et avant cela, ce même atome a peut-être fait partie d'un dinosaure, d'un volcan, d'une fougère géante il y a des millions d'années. Nous sommes des arrangements temporaires d'atomes qui tournent en boucle depuis des milliards d'années entre le ciel et la vie. Le grand physicien Richard Feynman disait souvent que la science ne détruit pas la beauté des choses, elle l'amplifie. Comprendre la biologie d'une fleur ne la rend pas moins belle, cela ajoute une couche de merveille. Quand vous regardez un chêne maintenant, vous ne voyez plus simplement de la terre qui se tient debout. Vous voyez des siècles de lumière solaire matérialisée. Vous voyez une antenne géante qui puise dans le vide apparent pour construire une cathédrale de bois. L'arbre ne puise pas sa force de la terre, il puise sa force du ciel, du soleil,
de l'air lui-même. Et vous, debout à côté de lui, vous êtes le fruit du même processus. Vous et l'arbre, vous faites exactement le même tour de magie, mais dans des directions opposées. L'arbre construit la matière à partir de la lumière. Vous libérez la lumière en consommant la matière. C'est une danse cosmique parfaitement équilibrée. Van Helmont avait raison d'être confus en 1640. Les nombres ne mentaient pas. La masse ne venait pas d'en bas, elle venait d'en haut. Mais il n'avait pas les outils pour peser l'invisible. Aujourd'hui, nous les avons.